Donc là, je voudrais aborder un des sujets qui est dans le débat, donc entre monsieur Asselineau et monsieur Chouard, proposé par UPR TV. La question, notamment soulevée par l'animatrice, ça serait le changement, et aussi par Étienne Chouard, par monsieur Chouard, le changement de position ou de stratégie ou de discours de la France insoumise, ou plus particulièrement de monsieur Mélenchon, quant à l'Union européenne, c'est-à-dire la sortie ou pas. Je n'ai pas entendu monsieur Mélenchon dire qu'il n'était plus pour la stratégie plan A, plan B. Plan A, on négocie, ça marche, youpi, ça marche pas, plan B, on sort. Mais peut-être qu'il l'a dit, hein. C'est pas parce que je l'ai pas entendu qu'il n'a pas dit. Donc si monsieur Chouard dit qu'il a dit, c'est certainement qu'il a dit. Par contre, moi j'ai entendu... je suis beaucoup moins... Enfin, la France insoumise, pour moi, ne se résume pas à monsieur Mélenchon. Évidemment, c'est le président de groupe, évidemment, c'est l'ancien candidat, on va dire... J'aime pas trop ce mot, mais le leader. Ok, enfin, voilà. Mais la France insoumise ne se résume pas à monsieur Mélenchon, et donc j'écoute aussi les autres porte-paroles, les autres députés de la France insoumise, etc. Et donc en ce moment, parce qu'elle est nouvelle elle est tête de liste aux européennes pour la France insoumise, donc moi j'écoute beaucoup pour la connaître, pour voir un peu comment elle rentre dans le débat, etc. Enfin, pas dans le débat, dans le bain, pardon, dans le bain politique. Comment elle est accueillie, etc. Et donc moi je l'entends plutôt souvent être interrogé sur cette histoire de stratégie. Quelle est la position de la France insoumise par rapport à l'Union européenne? Vous sortez, vous restez, qu'est-ce que vous racontez, etc. Et elle dit, mais il n'y a eu aucun changement, et c'est très clair. Et je l'ai résumé en deux mots, quoi. C'est ça. Le plan A, on négocie parce que nous pensons que la France est le bimoteur de l'Allemagne, beaucoup moins qu'à une époque, beaucoup moins qu'à une époque. Beaucoup moins qu'à une époque politiquement, d'accord? Parce que M. Sarkozy, M. Hollande et M. Macron n'opposent absolument aucune opposition, même idéologique, à ce que souhaite l'Allemagne, d'accord? Ok. Mais économiquement, ça reste quand même, ok, c'est moins qu'à une époque, mais tout de même, ça reste quand même fort. Et il faut qu'on se bouge parce que c'est de moins en moins fort. Et c'est ce qui est le plus important politiquement, que ça peut changer. Aujourd'hui, on a des excusez-moi du mot... je voudrais pas être insultant, mais carpette, c'est le mot qui me vient. Excusez-moi, pardon. Enfin, des gens qui ont la même idéologie que l'Allemagne. Donc, c'est pas qu'il faut avoir une idéologie opposée à l'Allemagne. C'est que quand on n'est pas d'accord avec, quand on a des points d'accord, super, on avance beaucoup plus rapidement, facilement, etc. Mais quand on a des points de désaccord, il faut pouvoir les exprimer. Mais les présidents qui se sont succédés, en fait, ils n'ont pas de désaccord politique avec l'Allemagne. Donc, voilà. Alors qu'en fait, ça va contre les intérêts de la France. Donc il n'y a aucun changement. La France est forte, encore, même si c'est moins qu'avant, elle reste forte, pas politiquement, économiquement. C'est un acteur central, majeur de l'Union européenne. Okay, on ne peut pas faire sans la France. Moi je dis, même si j'entends que les gens de l'UPR disent le contraire, moi je dis, l'Union européenne ne peut pas fonctionner si la France sort de là. D'accord? Parce que économiquement, c'est un poids lourd. D'accord? Ok. Donc, fort de cette position, nous pensons, à la France insoumise, que nous pouvons opposer un changement de cap contre l'Allemagne et contre tous ceux qui se retrouvent dans l'Allemagne, parce que, dans la position allemande, parce que dans l'Union européenne, il y a aussi des gens qui même s'ils n'osent pas le dire, parce qu'il n'y a pas de voix forte derrière laquelle ils pourraient vite courir en disant ah ben, finalement nous aussi. En fait, il y a aussi d'autres pays qui sont contre la politique menée actuellement. Et pas seulement des petits pays, sans que ça soit péjoratif, économiquement, disons, comme la Grèce ou je ne sais pas quoi. Et même de toute façon, même si ces pays sont petits économiquement, pour l'instant, politiquement, le fait de se regrouper, ça donne de la force malgré tout, je pense. Alors après, hein, il y a la division qu'on fait, c'est-à-dire l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Mais même si ça devait devenir une véritable ligne de fracture incarnée politiquement par un leader tel que la France, mais justement, voilà, ça va nous amener vers le plan B. Hop, on sort de cette union
européenne telle qu'elle est construite, avec ses traités particuliers, etc. Et on va construire une autre Union européenne, qu'on pourra peut-être, du coup, appeler, l'actuelle, en fait, elle devra se renommer parce qu'elle sera l'Union européenne du Nord, et en fait, une nouvelle Union européenne va se créer, ça sera l'Union européenne du Sud, pourquoi pas. Qu'est-ce que je veux dire? Mais moi, je pense sincèrement que s'il y a une véritable incarnation politique, volonté politique à contrecarrer l'Union européenne actuelle, de la part de la France, ils ne pourront pas faire autrement que lâcher prise sur certains points. Et on pourrait me dire, oui, mais nous, on ne veut pas qu'ils lâchent prise sur certains points, on veut que ça soit complètement autre chose. Donc, je reformule. Je pense qu'on peut aller vers complètement autre chose si la France devait... que ce soit monsieur, mais ça peut pas être monsieur Asselineau du coup, parce que lui, je veux dire, si c'était monsieur Asselineau qui venait au pouvoir, parce que monsieur Asselineau souhaite tout simplement sortir point barre, pas plan A, plan B, plan B directos. Mais si c'était monsieur Mélenchon ou une autre personne de la France insoumise, je pense qu'on pourrait réellement avoir cette force en disant, voilà, Airbus, maintenant Engie, qui vend plus d'électricité à l'Allemagne que ce qu'on en achète, ou je sais pas quoi, j'ai entendu ça récemment à vérifier, etc. On fait comment là, si la France elle dit, nous, non quoi, on joue plus à ce jeu-là, et vous faites comment? Parce on a besoin de l'Allemagne, et pas seulement de l'Allemagne, d'autres pays européens, mais du coup ils ont aussi besoin de nous, quoi. Si on pourrait dire, ouais, mais le risque c'est que voilà, les Allemands vont dire, nous c'est fini, on fait plus d'affaires avec vous. Mais c'est impossible, c'est pas possible. Et de l'autre côté, les Français diraient, nous on fait plus d'affaires avec vous. On fait comment là? Parce que vous avez besoin de nous, on a besoin de vous, donc c'est pas possible. Donc on peut pas sortir, ils peuvent pas, en réalité, on s'en fout que ce soit dans l'Union européenne ou pas, les liens existaient avant l'Union européenne, existeront si l'Union européenne devait terminer, donc, ou si une autre Union européenne se mettait en place. Dans tous les cas de figure, l'un ou l'autre, il y aurait toujours, c'est impossible de vivre en autarcie, etc. Donc de toute façon, c'est pas possible, d'accord? Il y aura toujours ces liens-là. Donc, puisque ces liens sont de toute façon indéfectibles, quoi que l'on en dise en Europe ou hors de l'Union européenne, etc. On est fort, on dit voilà, soit on fait l'Europe comme les peuples en réalité le veulent, soit on fait cette Europe technocratique, ça sera sans nous, quoi. On continuera à faire du business ou je sais pas quoi, mais pas dans ces traités-là, de la façon qu'on veut nous, parce que c'est un rapport de force, d'accord? Quand on passe un contrat, voilà, alors ok pour si, pas dans ce cadre-là, etc. Donc je pense que c'est possible. Alors, si monsieur, et c'est ce que commence à dire monsieur Chouard, si monsieur Mélenchon a changé son discours en disant que oui, en fait, on sortirait pas de l'Europe, c'est... franchement, je vois pas pourquoi il aurait dit ça. Admettons. Et monsieur Chouard dit que, en fait, c'est peut-être, si je comprends bien ce qu'il dit, peut-être que je me trompe, mais en fait, c'est stratégique. C'est parce que les gens sont tellement brainwashés, comment on dit déjà, conditionnés à penser que dès qu'on parle de sortir de l'Europe, c'est qu'on est un extrémiste ou je sais pas quoi. Donc, du coup, il faut plus le dire, quoi. Ou alors... il faut plus le dire même si on le pense, et en fait, on le pense, si on le pense, et en fait, on l'amènerait dans un deuxième temps. Si c'est ça, ok, c'est de la stratégie. Je suis pas trop d'accord avec cette stratégie. Je comprends que ça pourrait être de la stratégie, mais je pense qu'au contraire, il faut expliquer. Après, on pourrait me dire, mais oui, mais on essaie d'expliquer, mais c'est pas possible d'expliquer parce que les grands médias sont complètement biaisés, etc. Oui, effectivement, ça rencontre une difficulté, mais je pense qu'il faut quand même se coltiner cette difficulté. Je pense que Manon Aubry, elle s'en sort très très bien, quoi. Donc voilà, je pense il ne faut pas cacher quelle est la véritable stratégie. On renégocie, plan A, on y arrive, super, on n'y arrive pas, ok, finalement, les gens de l'UPR, etc., tous ces gens-là avaient raison, c'est absolument impossible, même qu'on soit la France, etc., avec toute notre force économique, blablabla, on n'y arrive pas, tant pis, ok, on avait tort, on avait tort d'essayer, en tout cas. Plan B, on sort de là. Voilà. Mais je pense que voilà, il faut rester sur cette explication qui est claire, précise, la marteler, ne pas cacher cette stratégie et continuer là-dessus. Je comprends un truc en écoutant donc ce débat. Donc monsieur Asselineau est légaliste, de par sa formation professionnelle, je pense, et de par son expérience professionnelle. Donc pour lui, c'est son axe de vision, son cadre de réflexion.
je le comprends, je ne suis pas contre la légalité, je comprends que la légalité, c'est ce qu'il faut pour avoir l'ordre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la bonne organisation, le bon fonctionnement d'une société. Je comprends tout à fait ça. Mais même, alors, moi je pense que quand même, on peut quand même dénoncer ou faire preuve de désobéissance civile. Mettons ça de côté quand même. Ok, la légalité. Mais ce que M. Chouard, du coup, c'est pour ça que cet échange est très intéressant. J'ai toujours pas fini de regarder l'entièreté de la vidéo, mais à chaque fois je fais des pauses. Mais ce que dénonce, donc, pour tous ceux qui connaissent le travail de M. Chouard, ce que dénonce M. Chouard, donc, c'est que le fait que nous ne soyons pas en démocratie, d'accord? Donc j'ai envie de dire à M. Asselineau, toutes les autres questions, à partir de là, puisque c'est la cause des causes, machin truc, sont d'ordre secondaire et en réalité caduques. Soit on accepte l'idée de ne pas être en démocratie, de ne pas vivre en démocratie, et on le regrette, mais c'est ainsi. Dans ce cas-là, on peut effectivement, alors, dans ce cadre non démocratique, quelles sont les lois, quelles sont les règles, comment peut-on faire pour essayer de se libérer des règles avec lesquelles on est en désaccord, etc. Deuxième position, on dit, non mais de toute façon, ce système-là, c'est pas une démocratie. Et nous, depuis qu'on est petit, on nous inculque que la démocratie, c'est le pire de tous les systèmes à l'exception de tous les autres, pour reprendre la fameuse phrase de Churchill. Donc la démocratie, c'est ce qu'on croyait avoir, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. On n'est pas dans une démocratie, on se réveille, ben alors tout le reste, on s'en fout, quoi. Parce qu'en fait, ce système n'était pas démocratique, donc tout ce qui a été décidé dans ce système, c'est pas nous qui l'avons décidé. Peut-être que ça va contre l'intérêt du peuple et c'est la sensation que l'on a. Donc on jette tous ces trucs-là de toute façon. Et alors je sais, on pourrait dire, mais comment ça on jette tous ces trucs-là? C'est quoi la révolution? On va où là? C'est du n'importe quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pour donner du poids au fait que, puisque de toute façon, on dénonce le fait qu'on... Si vous êtes d'accord avec l'analyse que M. Chouard fait, M. Asselineau, c'est-à-dire, effectivement, nous ne sommes pas en démocratie. Plusieurs fois, enfin, quelques fois, vous avez utilisé le mot démocratie, je voyais M. Chouard réagir en face en disant « Mais non, il ne faut pas dire ça ». Non, moi je suis de la position de M. Chouard, nous ne sommes pas en démocratie. Donc tout ce qui a été décidé, de toute façon, on a le pouvoir, si on se veut démocrate et qu'on veut il faut se mettre dans la position de « Ok, c'est nous, le peuple, qui avons la souveraineté, qui avons le pouvoir, d'accord? Donc, vous avez fait un tel, on fait des règles, etc. Nous avons, nous, le pouvoir de dire ces règles-là, c'est pas nous qui les avons choisies. Donc, cette règle, ok, ben ça va, vous avez décidé comme ça, on n'a pas d'avis contre, etc. Ou même si on n'est pas d'accord avec cette règle, pour l'instant, elle permet de fonctionner, donc on verra plus tard. Par contre, cette règle, non, quoi. On a le droit de choisir dans le panel de règles, donc des lois, quoi, hein, qui ont été données en disant nous, de toute façon, on veut autre chose. Donc, puisqu'on veut autre chose, on va peut-être se servir de certaines choses qui sont déjà là, mais d'ores et déjà, d'autres choses, on va dire non, quoi. Ça s'applique plus, parce que maintenant, on veut être dans une démocratie, on reprend notre souveraineté, et tout ça, on ne prend plus. Donc, cette histoire d'énonciation de traité, voilà, ça tombe là-dessous, en disant, mais ce traité-là, ok, on avait voté contre, dans cette anti-constitution qui dit la souveraineté, ça n'existe pas, le référendum est par la voie de la représentation, donc c'est une anti-constitution, on la rejette, on dit non, non, mais nous, on veut une démocratie, donc on n'est pas d'accord, on vient de se réveiller, on vient de comprendre qu'on n'était pas dans une démocratie, c'est une anti-constitution donc, et donc, bien sûr, on ne peut pas tout foutre en l'air, remettre... il faut bien que les choses continuent à fonctionner en transition vers une réelle démocratie, même si c'est encore une démocratie semi-directe et représentative. D'accord, on est encore loin de la démocratie pure, c'est-à-dire uniquement représentative. Mais quand même, dans cette transition-là, on peut d'ores et déjà écarter certaines choses, dont le traité, parce qu'il rentre lui-même en conflit dans cette anti-constitution-là. D'accord, refusé par la voie référendaire et ratifié par la voie de la représentation. On n'est pas d'accord avec cette constitution, on dit non. En attendant, on prend certaines choses de la constitution. Putain, je me répète sans arrêt. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Donc voilà, monsieur Asselineau, il faut arrêter de dire qu'on est dans une démocratie parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, d'accord? Donc ça, c'est le point de départ, la cause des causes, comme dit monsieur Chouard depuis des décennies, ou une décennie, un peu plus. Donc tout le reste, on peut le décider, ok?
vous dites à un moment donné, monsieur Asselineau, dans le débat, que la France ne pourrait, même si c'était Mélenchon ou Marine Le Pen, monsieur Mélenchon, madame Marine Le Pen qui arrivait au pouvoir, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils veulent parce que on nous réserverait le même sort que la Grèce. Du coup, j'ai cherché une information que j'aurais dû chercher depuis fort longtemps, à savoir où sont fabriqués les euros. Donc effectivement, c'est la BCE qui dit combien on peut fabriquer l'argent, etc. Et en réalité, c'est les banques privées qui fabriquent le plus de... Fabriquer, c'est peut-être pas le terme, mais qui émettent le plus de monnaie, de la monnaie qui est en circulation, etc. Machin truc. Mais concrètement, où se fabriquent les billets, les pièces, etc. Et donc je trouve cette information, je mettrai le lien en dessous dans la description. Et en fait, la Banque de France, donc il y a 11 imprimeries, d'accord, qui fabriquent donc les billets, et puis après, je sais pas pour les pièces, je n'ai pas regardé en détail, mais bon, une seconde. Donc dans toute l'Europe, il y a 11 imprimeries, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui délèguent la fabrication de leur euro, entre guillemets, à d'autres. Et, suivant le lien, l'information que j'ai trouvée et que je mets en lien, en fait, la Banque de France, je ne sais plus où est-ce qu'elle est située, enfin, pas la Banque de France, mais l'imprimerie qui dépend de la Banque de France, à Chamelières. Peut-être le savez-vous, monsieur Asselineau, vous qui avez tant de connaissances et que j'admire. C'est pas du sarcasme ou quoi, hein, c'est véritable ce que je dis. Donc en fait, la Banque de France est la banque la plus importante, celle qui fabrique le plus, pour reprendre la phrase, elle est où? En France, les billets sont fabriqués par la Banque de France, qui est d'ailleurs la première productrice de billets de l'Eurosystème. Okay, donc ça, stratégiquement, c'est un point très très fort. Dans la négociation, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cette histoire de stratégie plan A, plan B. Ok, admettons pour l'instant, juste pour la discussion. Imaginons que ce soit la France insoumise qui arrive au pouvoir et donc qui renégocie plan A, qui dit nous on n'est pas d'accord avec les traités, le fonctionnement de l'Union européenne, et d'ailleurs on estime qu'on est, même dans notre pays et partout ailleurs dans le monde, nous ne sommes pas dans une démocratie, donc nous voulons aller vers une véritable démocratie avec l'institution du RIC, et etc. etc. Machin. Et donc nous dénonçons ce traité, il est caduc, il ne s'applique plus à nous, blabla, on va réécrire un traité, on le soumettra à notre population, et s'il est accepté par notre population, nous vous le communiquerons pour savoir si vos populations, différentes populations allemandes et autres, sont d'accord avec ou pas. Mais donc dans cette négociation, si la réponse qu'on nous fait c'est niet, rien du tout, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous avez signé, qu'est-ce que vous nous racontez, démocratie, pas démocratie, on n'a rien à foutre, vous l'avez signé, vous êtes dedans, point barre, on dit, oh, d'accord, donc le plan B s'applique, donc c'est vous qui, en fait, ce sont nos adversaires qui vont déclencher le plan B, du coup, puisque le plan A, on vous tend la main, vous nous repoussez la main, donc en même temps que vous nous repoussez la main, vous appuyez sur le bouton plan B. Ok, donc on déclenche le plan B. Donc la France sort de l'Union européenne pour construire une autre Union européenne avec les pays intéressés. Je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de pays qui seraient, je ne dirais pas la majorité, mais je pense qu'il y a certains pays qui seraient intéressés par construire une autre Europe démocratique, sociale et tout ce que vous voulez, d'harmonisation, etc. Et on dirait, au fait, nous sommes, bien sûr que l'Allemagne aussi imprime des billets, c'est certainement le deuxième, j'en sais rien, j'ai pas l'information, mais c'est peut-être l'Allemagne qui, derrière la France, imprime après la France le plus de billets, etc. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes les premiers. Donc ça, on pourrait dire, donc on conditionne, enfin c'est un des arguments dans la négociation, attention à la décision que vous allez prendre, parce que nous, on crée... parce que, non, ce que je voulais dire en fait, c'est que la Grèce, pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé à la Grèce? Déjà parce que Tsipras, bref, hein, mais parce que peut-être qu'ils n'impriment pas leurs propres billets. Et donc du coup, ils sont dépendants de la BCE qui donne les ordres aux autres banques nationales de créer l'argent et donc de la faire venir ou pas jusqu'au peuple, à la Grèce, quoi. Mais nous, si demain on doit sortir de l'Union européenne, comme de toute façon c'est nous qui créons la monnaie, on pourra peut-être mettre, je sais pas, changer mettre un tampon, rajouter quelque chose de très très simple dans la technique de fabrication de billets pour que ça soit fait quasiment instantanément, et dire, ben voilà, hop, s'il y a ce petit tampon, ben c'est l'euro français, donc voilà, en France on utilise cet euro-là, si les autres ne veulent pas l'accepter en dehors, etc. Donc voilà, il y a cet argument très très fort de dire, mais on imprime déjà notre monnaie, donc on peut dès demain, enfin, s'il y avait la volonté politique, si on y arrivait, si on arrivait au pouvoir, destituer Macron et toute la clique
comment ils s'appellent ceux-là, les républicains, enfin tout ce qui a dirigé jusqu'à présent, quoi. On pourrait reprendre la souveraineté, on nationalise la Banque de France, quoi. Hop, et c'est l'État qui dit combien il faut imprimer de billets, ou je sais pas quoi. Donc ça, voilà, argument très très fort. Et puis pour les échanges commerciaux, qui se feraient plus du coup en euros si on sort de l'euro, que peut-être la monnaie euro explose ou je sais pas quoi, les échanges se font aussi en dollars dans le commerce international. Donc il suffirait que la France, euh, que que la France commerce en dollars. Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais je veux dire juste, voilà, c'est possible de passer par là. Donc ils n'acceptent, ce que je veux dire, c'est ils n'accepteraient pas les euros français. Qu'est-ce que c'est là? Il y a un timbre de couleur qui veut dire ça, c'est un euro français, donc vous êtes sorti de l'Europe, etc. Eh bien oui, mais alors on peut commercer quand même par le dollar. Je pense que les Américains, eux, ils ont toujours intérêt à ce qu'on utilise leur monnaie, donc ils ne diraient pas non. Donc on pourrait continuer à avoir quand même les échanges dans l'optique, je veux dire, dans le risque que l'euro devenu français, avec un timbre ou je sais pas quoi par-dessus, un tampon ou je sais pas quoi par-dessus, serait refusé par nos partenaires, par nos ex-partenaires, du coup, enfin, non, ils resteraient partenaires commerciaux, mais en dehors du cadre européen, nos partenaires européens. Je fais la pause, toujours dans le débat, 1 minute 44. Monsieur Assolino, vous prenez la parole pour parler, donc la question c'est les médias, et vous parlez de l'ouverture au monde. Alors déjà, vous dénoncez toutes les séries américaines, etc., ce mode de vie à l'américaine que l'on nous impose, et ça rentre dans les esprits, je le vois moi, dans ma famille ou dans les gens autour de moi, etc. Et même jusqu'au Japon, je suis au Japon, vous êtes un très grand connaisseur du Japon, et je vois comment la culture japonaise qu'on adore en France, et à travers le monde, on trouve que c'est une très très belle culture, etc. Machin truc. Et je vois comment la jeunesse s'américanise. Je le vois le processus sous mes yeux, parce que j'ai le recul de ce qui se passe en France, donc c'est encore balbutiant, on va dire, ici au Japon, mais c'est de plus en plus fort, quoi. Donc il y a vraiment ce rouleau compresseur comme dirait Monsieur Chouard, l'Empire, donc cet impérialisme américain qui a compris depuis très longtemps, évidemment, et c'est pour ça il faut comprendre comment l'ennemi, entre guillemets, je fais une généralité là, je ne dis pas que les États-Unis, tous les États-Unis, ça dépend qui dans les États-Unis, j'ai des amis américains d'ailleurs. Mais ils ont compris depuis très longtemps que la domination passe notamment et peut-être principalement par la subversion des esprits, d'accord? C'est bien dans. Enfin, je ne sais pas si la subversion c'est le terme qu'il faut employer ici, mais en tout cas par le conditionnement des esprits, ok? Et donc, on n'a pas l'impression, on appelle ça le soft power, on n'a pas l'impression que quand on regarde une série américaine, ou je sais pas quoi, comment ça il nous influence. Mais on n'en a pas l'impression, mais si, ça nous influence. Ou alors il faut avoir un esprit suffisamment critique pour que ça ne soit pas le cas, mais je pense que c'est à peu près, en tout cas, pas évident. Donc je suis complètement d'accord avec cette dénonciation. Enfin, franchement, ça m'insupporte, quoi. J'adore les États-Unis pour plein de trucs. J'ai un Mac, j'ai un iPhone, je sais pas moi. Quand un Japonais voit un étranger, ils vont vous demander, vous êtes américain? Systématiquement. C'est comme s'il y avait, en dehors du Japon, c'était les États-Unis, quoi. Et parce que à la télé, on voit que. Premier point. Et deuxième point, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Assolino, comme de nombreuses fois, même s'il y a des points de gros désaccords, sur l'ouverture au monde. J'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Allemagne quelques mois, j'ai vécu au Luxembourg, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu dans quelques endroits du monde comme ça, et maintenant donc au Japon. Et j'ai toujours été, pareil que vous, enfin c'est ce que vous dites que vous êtes ouvert au monde, aux cultures, etc. Et moi aussi, depuis tout gamin, ok, la France, j'adore la France, j'aime bien la culture française, etc. Machin truc, même si je suis critique, mais il n'y a pas que la France, on ne peut pas se nourrir que toujours de la même chose. Et donc on est curieux de savoir mais comment on réfléchit ailleurs, comment on pense ailleurs, comment on s'est organisé ailleurs. Et souvent c'est rigolo de voir ce qui est tout à fait normal en France est complètement bizarre dans d'autres pays, alors que dans ces pays, ce qui est tout à fait normal nous paraît complètement bizarre. Et ça ouvre l'esprit, etc. Donc c'est toujours très très intéressant. Et au contraire, le fait d'être fermé au reste du monde, et malheureusement je suis souvent face à cette chose-là de gens qui ont un esprit tellement fermé. J'ai envie de leur dire, mais tu sais que ça se passe pas comme ça ailleurs? C'est pas une vérité ce que tu es en train de me dire. Là, à cet endroit-là, à cet instant T, parce que certainement même à cet endroit-là, il y a quelques temps en arrière, c'était pas comme ça, et demain, ça sera peut-être pas comme ça, mais en tout cas, ailleurs dans le monde, au moment où on parle, c'est pas du tout comme ça, quoi. Donc quand vous dites, ne serait-ce qu'une fois par semaine, un film, pour reprendre vos exemples, sénégalais, chinois ou je sais pas quoi, franchement, je dis oui à 200%, pas seulement que les films d'ailleurs, même des émissions, peut-être sous-titrées, et je suis tout à fait d'accord, il faut s'ouvrir sur les autres cultures, sur les autres façons de vivre, sur les autres façons de réfléchir, etc. Parce que la culture et le langage conditionne la façon de penser. Donc il est important d'avoir
d'avoir une ouverture au monde. Donc tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité dans les médias de l'ouverture au monde et en même temps de la diminution. Je ne dis pas éradiquer tout ce que les Américains font, hein, mais en tout cas voilà, diminuer cette influence du soft power américain et au contraire offrir une grande diversité à nos compatriotes et faire la promotion un peu des autres cultures. Voilà. Donc la deuxième partie de ce que vous étiez en train de développer, c'est-à-dire de permettre au public de proposer, de demander des programmes, des émissions, des sujets, etc. à traiter. J'avais eu une idée semblable il y a plusieurs années derrière. Des émissions en fait qui basent leur thème sur les demandes les plus populaires de la population. Donc ils auraient aujourd'hui avec les sites, enfin la technologie internet, etc. Ils ont un portail sur lequel ils peut-être proposent des thèmes prédéfinis. Ben, nous on aimerait bien parler de ci, c'est ça et le reste, vous pouvez voter pour lesquels en priorité. Et en même temps, à côté, case ouverte, qu'est-ce que vous proposez? Et tout un chacun pourrait proposer, et tout un chacun pourrait voter pour les propositions des autres, etc. Et une fois qu'on laisse un délai, je ne sais pas, de temps, et puis une fois que les votes sont clos, eh bien c'est le sujet soit qui avait été proposé par la chaîne au préalable, soit un sujet complètement citoyen, celui qui a reçu le plus de votes, eh bien c'est celui qu'on traite dans dans la prochaine émission. Et ça aussi, c'est une question de démocratie en réalité. Hein. Il faut que toutes les institutions, et donc les médias, ce sont des institutions, soient ouvertes. Je dénonce cette Union européenne-là. Je pense qu'il est très possible qu'au final, nous sortions de cette Union européenne-là qui s'arc-boute et dont les intérêts sont absolument contraires aux intérêts français et plus globalement d'autres peuples d'Europe ou des autres peuples européens. Mais je pense qu'il est nécessaire... En fait, moi je pense que le point de désaccord au bout du bout, c'est pas cette sortie de l'Europe, en fait c'est le projet européen. Pas celui-là, mais un projet européen. Je pense que si je vous ai bien compris, et peut-être que je vous ai mal compris, vous pensez qu'on doit rester à l'échelle des nations et qu'on n'a pas besoin de faire une Union européenne pour avoir des échanges parce que de fait, ils sont déjà là, ces échanges, donc on n'a pas besoin de ça. Moi c'est symbolique. Symbolique, mais c'est quand même pratique, et c'est pas seulement symbolique en fait. C'est philosophique, donc la philosophie est un côté... Enfin, si elle n'est pas pratique, la philosophie sert à que dalle. Donc la vraie philosophie, pour moi, elle est pratique. Donc, je pense qu'il est nécessaire d'envisager un réel projet européen, et malheureusement ce projet-là nous dégoûte, et je me demande si c'est pas... Si je mets ma quête de complotiste, je ne l'ai pas là, et je me demande si c'est pas fait exprès de nous dégoûter d'un projet européen. Vous voyez cette malheureuse aventure-là, si on peut parler d'aventure. Mais je pense qu'il est important, comme il est important, voilà. Pendant longtemps, le drapeau tricolore a été pas confisqué, enfin, je ne trouve pas le mot, donc je vais utiliser ce mot-là, confisqué par le Front National. D'accord. Heureusement, notamment la France Insoumise, etc. Mais donc la France Insoumise reprend ce drapeau pour le réapproprier, le redonner au peuple et pas seulement à une seule partie du peuple. Je ne dis pas que le Front National n'est pas une partie c'est pas la France ou je sais pas quoi, c'est une partie du peuple. Ils ont tout à fait le droit d'utiliser le drapeau national. Mais les autres mouvances, etc., et même les apartisans, même jusqu'aux apolitiques, tout le monde a le droit d'utiliser ce drapeau si on s'y reconnaît, etc. Donc, comme il faut reconquérir des choses qui peuvent être captées par les uns ou les autres, comme le mot de démocratie, il faut le reprendre ce mot de démocratie, parce qu'on n'arrête pas de dire mais je suis... Enfin, Monsieur Macron dit qu'il est démocrate, ses prédécesseurs disaient qu'ils étaient démocrates, etc., alors que c'est un mensonge, nous ne sommes pas dans une démocratie. Donc il faut reprendre ce mot, lui redonner son sens véritable, etc. Il ne faut pas l'abandonner en disant bon, ben la démocratie c'est ça, ben non, alors on ne veut pas ça, il faut inventer un nouveau système. Mais non, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment la démocratie, c'était pas la démocratie là. Voilà. Donc de la même façon, pour un projet européen, moi je dis ok, je dénonce ce projet-là, je le rejette de toutes mes forces, je veux le changer, etc. Machin truc, mais je ne vais pas abandonner toute idée d'Union européenne parce que ces deux mots-là, mis ensemble, ont été pourris par la situation qui existe depuis le début. Je connais vos travaux, monsieur Asselineau, je sais que dès le début ça a été réfléchi comme ça, etc. J'ai bien compris, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense aussi que les Américains sont derrière, enfin, je pense que c'est ce que vous pensez, si je vous ai bien compris. En tout cas, moi, c'est ce que je crois avoir compris de mon côté aussi. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'accord? Donc, cette Union européenne-là, non.
Mais de dire du coup non à tout autre projet européen, non. Et pourquoi est-ce que c'est symbolique, philosophique et important et pratique? Parce que je pense que tout en gardant, je vous dis, je vous rejoignais sur la nécessité du multiculturalisme, etc. Et donc, je ne suis pas pour noyer la France, que la France ne soit plus la France, etc. Je veux que la France reste la France, je veux que le Japon reste le Japon, je veux que l'Allemagne reste l'Allemagne, l'Italie reste l'Italie, etc. Les cultures, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Même si je suis en même temps pour un multiculturalisme, et moi dans ma famille, j'ai des gens qui sont de partout, quoi. Ils ne savent même plus d'où ils sont, tellement qu'ils sont de... Non, en disant ça, je vais donner de l'eau au moyen de ceux qui disent bah, tu vois, voilà. Non, c'est pas vrai. Il y a des questionnements, évidemment, mais il y a des phases comme ça, il y a des phases de questionnement, de dire mais en fait, d'où je suis de nulle part, je ne sais pas d'où je suis, et puis il y a d'autres phases plus matures, en réalité, voilà, en fait, c'est ça, hein, dans l'âge, en se disant mais en fait, non, je suis d'ici et je suis de là, quoi. Et voilà, et je suis d'ici et de là, et je suis d'ailleurs aussi, ça c'est moi qui choisis tout. Donc c'est toujours une richesse la culture, c'est pas, il faut arrêter de voir ça comme un problème. Donc je suis pour que les nations gardent leur culture, gardent leur spécificité, même au sein de la France, quand moi je suis du sud de la France, et quand je vais dans le nord de la France, je ne veux pas voir les mêmes choses que je vois dans le sud de la France, je veux voir comment on vit dans le nord de la France, etc. Donc chaque localité, à différentes échelles, garde leur spécificité, mais ça ne va pas en contradiction avec tout comme il y a différentes régions en France, on est quand même dans la nation française. De la même façon, la nation française doit demeurer, et au sein de la nation française, les spécificités doivent demeurer, mais ça ne nous empêche pas, et ce n'est pas contradictoire avec le fait d'être dans un autre... On est de fait, je comprends bien que vous dites, mais nous sommes de fait dans cette grande famille humaine, si on veut. Mais de le formaliser, de mettre des mots dessus, et d'être proactif par rapport à ça, pas seulement un état de fait, mais vraiment d'embrasser cette chose-là, au final, ce que je voulais dire, c'est que c'est un vecteur d'humanisme. C'est un vecteur de dire l'humanité, dans sa grande diversité, qui est une richesse, est une grande famille en même temps. Voilà. Et nous ne sommes pas juste des voisins avec lesquels on dit, on partage des choses comme on fait du business avec un autre pays, mais vraiment on est d'une grande famille, même si c'est un cousin éloigné ou je ne sais pas quoi, c'est d'une grande famille. Donc voilà, pratique, par rapport à un aspect pratique, philosophique et symbolique, c'est pour ça que je suis pour une autre Europe. S'il faut un temps pour se désintoxiquer de cette histoire et qu'il faut laisser passer quelques générations pour en construire une autre, etc., moi je trouve que c'est dommage parce qu'on perd du temps, mais s'il faut en passer par là, tant pis. Je sais que l'échelle de temps humaine n'est pas l'échelle de temps de l'histoire, donc ça j'en ai conscience. Voilà. Bref, merci beaucoup pour ce grand débat d'une excellente qualité. J'ai hâte de voir quels vont être les autres invités de UPR TV. Je suis très curieux de savoir un peu ce dont vous avez parlé, monsieur Assolino, c'est-à-dire que vous voulez avoir aussi des entretiens sur la culture, sur la littérature, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est très très intéressant. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec vous quand vous dites j'ai envie de me mettre, je voudrais me mettre un peu aussi en retrait, ou je ne sais pas comment vous l'avez formulé, parce que l'UPR, c'est vous, en réalité, d'accord, et vous êtes d'une très grande qualité, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous écouter, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites, mais ça crée le débat, ça crée la stimulation intellectuelle. Mais je voudrais voir aussi d'autres personnes de l'UPR. Je crois que j'en ai vu une ou deux fois quand même sur RT France, non, il me semble. Et des gens qui avaient l'air aussi de grande qualité. Parce que voilà, ça enrichit, on n'est plus dans un monde où il y a un seul représentant de tout un mouvement. Il faut vraiment incarner en chair, et pas seulement par une seule personne, tout le corps des gens qui votent pour vous, qui peuvent s'exprimer aussi, très certainement aussi bien que vous, ou alors avec leurs propres mots, et ce qui est aussi intéressant, ça donne une meilleure compréhension, une meilleure visibilité de ce qu'est l'UPR aussi. C'est pour ça que moi, dans la France Insoumise, je suis content qu'on n'arrête pas de parler toujours de M. Jean-Luc Mélenchon, ok d'accord, il faut en parler, c'est très important, etc. Mais il y a plein de gens de très très bonne qualité, tout autour, j'en ai nommé deux dans cette vidéo, mais il y en a d'autres, M. Catenès, etc., M. Corbière, etc., Mme Simonet, je veux dire, il y a plein de gens d'excellente qualité, donc il faut voir d'autres têtes aussi. Merci beaucoup pour cette émission, très intéressant. J'aimerais que l'UPR, la France Insoumise et toutes les bonnes forces progressistes, etc., qui se battent contre le carcan dans lequel on est aujourd'hui, s'unissent, parce que l'union c'est la force, et la division c'est la force de notre ennemi. Merci beaucoup, et à d'autres vidéos si ça vous intéresse. Bonne journée.